Salut et bienvenue dans Ciné Story. Si vous avez popé sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur l'argent au cinéma. Et je vous comprends. Comment se fait-ce que certains acteurs se font plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions pour quelques semaines de tournage? D'où il vient cet argent? Et quand vous achetez votre ticket de cinéma, ils vont où les 10 balles? Je vais essayer de vous expliquer tout ça convenablement, mais je vous préviens, moi et les chiffres, c'est pas toujours évident. Et on va parler essentiellement du système français. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Bon, on va commencer par s'intéresser à un point qui, je pense, est le plus important. D'où il vient cet argent? Premièrement, des producteurs. Mais qu'est-ce que c'est? Un producteur de cinéma se charge de la dimension financière de la fabrication d'un film. Mais en fait, le plus souvent, ils ne mettent pas leur propre argent dans les films, mais gèrent celui d'autres personnes. Ils accompagnent les films de leur conception jusqu'à leur sortie. Et il peut ainsi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, de l'équipe et des lieux de tournage. Enfin, aider. Comme on dit, celui qui paye, c'est celui qui décide. On en a déjà parlé, donc quand le scénario ne plaît pas au producteur, on recommence. En revanche, ils sont responsables en cas de perte financière devant les banques et autres organismes leur ayant prêté de l'argent. Et ça peut être un vrai problème parce que je vois mal pourquoi un producteur prendrait des risques comme financer un film dont il n'est pas sûr que ça marchera. Donc en général, il va miser sur la même soupe qu'on nous sert continuellement en France. Enfin bon, le producteur représente un peu plus du quart du financement de la production d'un film. On est aux alentours de 30%. Et on peut aussi ajouter les producteurs étrangers à hauteur d'à peu près 10%. Les chaînes de télé ensuite investissent dans le cinéma de deux manières. D'abord, elles ont l'obligation légale de réinvestir au moins 3% de leur chiffre d'affaires annuel, sauf pour Canal+. Là, c'est 12%. L'argent des chaînes de télé arrive ensuite sous forme de préachat des droits de diffusion, c'est-à-dire qu'ils achètent le droit de passer le film à la télé. Je précise que le délai est de 4 mois pour exploiter un film en VOD, 10 mois pour une chaîne de télé payante et entre 22 et 30 mois pour les chaînes de télévision gratuites. Ces chaînes de télé produisent environ 30% du film. Donc si je résume, regardez Cyril Hanouna ou Secret Story, c'est financer un peu les comédies racistes avec Christian Clavier et les navettes Kev Adams. La boucle est bouclée. Il y a ensuite les distributeurs. Vous savez, leurs logos apparaissent au début des films. Pathé, EuropaCorp, Gaumont. Ils achètent le droit de distribuer les films en salle, en France et à l'étranger, et en DVD. Ils financent à peu près 20% du budget total d'un film. Pour qu'ils puissent rentabiliser au mieux leur investissement, c'est eux qui choisissent la date de sortie du film. Par exemple, Disney, qui possède beaucoup de licences, doit gérer un calendrier très serré pour sortir ses films sans se faire de l'auto-concurrence. Ils ont par exemple dû déplacer la date de sortie de Deadpool 2 pour ne pas se retrouver pris en sandwich entre Han Solo et Star Wars Story et Les Indestructibles 2. Non, parce qu'à force, ça coûte cher une place de cinéma. Mais on va y revenir. L'État aussi subventionne les films via le CNC, c'est le Centre National du Cinéma, à hauteur d'environ 9%. Alors juste une petite parenthèse, en 2013, le CNC a distribué plus de 783 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, et ça l'est, surtout pour les films français. Mais quand on voit le budget d'un film aux États-Unis, c'est un peu différent. Ça comprend différentes aides ainsi que des taxes. Une taxe sur les diffuseurs télé, une sur les éditeurs vidéo et une sur les ventes de billets de cinéma. Alors oui, c'est là que vous intervenez concrètement. Pour être plus précis, 10% du prix du ticket de cinéma revient au CNC qui, vous l'aurez compris, redistribuera l'argent pour financer des films. 42% de votre place de ciné vont aux distributeurs, 40% à la salle de cinéma elle-même et 1% à la SACEM pour les droits d'auteur. Le reste, c'est pour l'État. Enfin, on peut parler des SOFICA, c'est-à-dire des sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel qui permettent aux entreprises et aux particuliers d'investir dans un film tout en réalisant une économie d'impôts. C'est en gros pour ceux qui veulent placer leur argent et faire vivre le cinéma. Voilà à peu près comment on finance un film. Mais maintenant qu'on a réuni tout cet argent, à quoi il sert? À payer les cachets des intermittents? Non. On commence par les frais techniques, c'est-à-dire la location de tout le matériel, parce que non, les réalisateurs ne viennent pas avec leur propre matos, la post-production et les génériques, ça représente environ 12% des dépenses. Il y a ensuite les frais de tournage, ce qui comprend entre autres la location ou la création des costumes, les décors, les locations de lieux de tournage et les transports, et c'est 30% du budget. Enfin, les rémunérations et les charges, c'est-à-dire les salaires, et c'est 58% du budget du film. Et on va s'arrêter un peu sur ce point. Il y a, comme vous pouvez vous en douter, comme qui dirait des petites différences entre les intermittents du spectacle, c'est-à-dire les techniciens sans qui le film ne verrait jamais le jour, avec les acteurs. Sans citer de nom, il faut savoir que les têtes d'affiche, les stars d'un film, engloutissent en moyenne plus de 60% des dépenses liées à l'interprétation.
c'est-à-dire pour ceux qui sont aussi doués que moi en maths, que 60% des 58% du budget du film vont à une ou deux personnes. Les rémunérations, ça comprend entre autres tous les rôles secondaires, les figurants, les musiciens, les techniciens, enfin tout le monde quoi. Ils doivent se partager 40%. Voilà. Sans compter que de plus en plus d'acteurs sont aussi réalisateurs ou coproducteurs, donc ils accumulent le salaire. Et oui, Danny Boone par exemple, pour son film Superchondriac, dont le budget était de 30 millions d'euros à peu près, a touché 2 millions en tant que réalisateur et 4 millions en tant que scénariste. C'est-à-dire que plus de 25% du budget total du film, c'était pour lui. Petite anecdote, depuis janvier 2015 et le salaire de gueudin que s'était octroyé Danny Boone donc, les aides publiques ne sont accordées qu'aux films plafonnant leur cachet. Pas plus de 600 000 euros de salaire pour une tête d'affiche quand le budget total du film est inférieur à 4 millions, et pas plus de 990 000 euros pour des films à 10 millions. Voilà. Pour Hollywood, c'est un peu différent parce que le producteur est souvent salarié d'un major de cinéma, c'est-à-dire d'un gros distributeur comme The Walt Disney Company ou Warner Bros. Le coût moyen pour un film indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas distribué par un major, est d'environ 15 à 20 millions, tandis que les blockbusters ont un budget moyen d'au moins 100 millions de dollars. À titre de comparaison, Hollywood est toujours largement au-dessus. Le budget moyen d'un film français est, comme on l'a vu, de 4,4 millions, loin devant l'industrie nigérienne qui, entre parenthèses, est celle qui produit le plus de films, juste derrière Bollywood. En fait, on ne sait pas exactement combien coûte un film là-bas parce que les studios ne divulguent jamais leurs chiffres, surtout quand ils deviennent astronomiques. Un gros budget en dépassement est vécu comme un élément négatif dans le marketing d'un film car il peut être l'indice d'une production difficile ou irresponsable. Quand on dit qu'un blockbuster a un budget de 100 millions de dollars, ouais, c'est 100 millions de dollars plus ou moins pour le marketing quoi. C'est une fourchette un peu large. Et alors là, au niveau des salaires des têtes d'affiche, on ne les arrête plus. Robert Downey Jr. par exemple a touché près de 50 millions de dollars pour jouer dans Avengers 1, soit plus de 20% du budget total du film. Pardon, mais les pourcentages, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est plutôt la même chose, non? Il me semble que oui. Eh ben, je suis désolé, mes petits lapins, mais proportionnellement au budget total d'un film, les superstars d'Hollywood gagnent la même chose qu'en France. Eh oui. En plus, avec ce genre de film, ils vendent tellement de DVD, de Blu-ray, de goodies, ils exportent leurs films dans tellement de pays et font tellement d'entrées qu'ils sont rentables de toute façon, même si le budget double du jour au lendemain, c'est pas grave. Le dernier Harry Potter, par exemple, a coûté 125 millions et a rapporté plus de 1,3 milliard. Et du coup, même si un film se plante, c'est pas grave, la semaine d'après, ils récupèrent leurs pertes. En 2013, les studios Disney ont perdu 200 millions de dollars rien qu'avec The Lone Ranger, qui était un flop monumental, mais ils ont gagné 1,5 milliard avec Avengers sorti quelques semaines après. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ça rapporte beaucoup trop pour que ça change. Le marketing met en avant des films qui ne devraient même pas exister, un peu comme sur YouTube, et leur box-office se porte bien. Se porte trop bien. En fait, on s'en fout, honnêtement. Continuez à vous déplacer dans les salles pour soutenir de vrais projets ou des films qui vous font kiffer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, et si ce n'est pas le cas, je suis désolé pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre que vous, c'est possible, n'hésitez pas à la partager, c'est super important pour moi. On ne sait jamais. Allez, bisous.